Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Je suis heureux de vous retrouver après 3 mois d'absence. Et je vous retrouve en compagnie de Pierre Jovanovic. Bonjour Donc, Olivier. Mon bonheur est parfait. C'est très gentil, le mien aussi. Alors chers amis, nous allons... Mais c'est pas le bonheur des banquiers. Oui, justement. Alors, ça va être leur fête plutôt. Ça va être... Oui, c'est aussi... c'est pas leur fête, c'est leur funérailles plutôt. Alors justement, on va donner des nouvelles, des dernières nouvelles de nos amis les banquiers. Ouais, de nos amis les bêtes. Voilà. Oui, parce que cet été, en fait, c'était absolument extraordinaire. On a eu, j'ai eu l'occasion de parler dans la revue de presse du scandale Wirecard. Oui. Alors, je rappelle, Wirecard, c'est un groupe allemand qui existe depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, spécialiste des cartes de crédit, délivrance de cartes de crédit, paiement à distance, tout ce qui est monétique et ainsi de suite. Et en fait, on a découvert que les commissaires aux comptes allemands, je précise, Deutsch, avaient truandé les comptes. Alors si les Allemands s'y mettent, où va-t-on ? Exactement, les Allemands s'y mettent aussi. Où va-t-on ? J'ai eu l'occasion d'en parler dans la vidéo papale de cet été, mais je rappelle à nos spectateurs. Les experts comptables et les commissaires en compte en fait, ont carrément oublié de vérifier le b.a.-ba d'une expertise comptable, c'est-à-dire contrôler, de vérifier que ce qui apparaît sur les relevés bancaires, que l'argent se trouve bien dans la banque. Et là, ils avaient un trou de 2 milliards. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que donc c'est une cavalerie qui dure depuis 2008, depuis la fameuse explosion de Wall Street, et que pour boucher les trous, ils se sont mis à travailler avec toutes les mafias albanaises, bulgares. Du beau linge, quoi. Vous savez, vous savez la rubrique d'Agathe Godard dans Paris Match, on les a vus à telle soirée, etc. Voilà. Et alors donc là, on a eu... Alors attention, là, on a inauguré, enfin, ils ont inauguré, c'est important. Donc les assassins ont trouvé une nouvelle méthode pour leurs exécutions bancaires. Un taux de mortalité chez les banquiers qui est oui, quand même assez élevé. Mais surtout là, c'est intéressant sur Wirecard, enfin pas si nouvelle que ça finalement, puisqu'il s'agit d'un empoisonnement à la Borgia. Oui, c'est ça, on est dans l'Italie la naissance de la banque. Oui. Et puis, voilà. Cette fois, nous sommes dans le scandale Wirecard, donc on en a parlé, et cela concerne Monsieur Christopher Bauer, l'ancien responsable de la filiale asiatique, donc de Wirecard, qui devait avoir 2 milliards de dollars dans ses comptes et qui apparaissait également dans le bilan général. Mais en fait, les 2 milliards, ils n'existaient pas. Voilà. Je rappelle que le Wirecard donc, était quand même coté au DAX, c'est-à-dire le CAC 40 allemand, et que le gendarme allemand financier, la BaFin, est totalement passé à côté. C'est marrant, ces mecs-là, quand ils veulent rien voir, ils sont aveugles. Et les experts comptables, alors, les sincères et véritables, comment on dit sincères et véritables ? Ich habe nicht gesehen. Ah ouais, d'accord. J'ai mon allemand qui revient. Ich habe nicht gesehen. Alors, pour résumer, donc, M. Bauer est mort d'un empoisonnement du sang dans un hôpital de Manille, point d'interrogation, et aux Philippines, alors que la police philippine enquêtait sur lui et sa femme dans le cadre du détournement de fonds qui a entraîné la faillite de Wirecard. Donc la police philippine donc l'a vraiment cherché. C'est fou. Il a échappé au suicide de 2 balles tirées dans le dos. Exactement. Mais alors attendez. Alors même pas le temps pour une autopsie. C'est-à-dire qu'ils se sont dépêchés de le cramer vite fait. Son corps a été incinéré à toute hâte. Pendant ce temps, le PDG de Wirecard, lui, est toujours aux arrêts chez lui, comme naguère Carlos Ghosn au Japon, alors que l'ex-directeur financier de Wirecard, le numéro 2, Jens Marsalek, lui est en fuite et il est recherché par Interpol. Donc on commence la saison très fort là. Oui, Interpol, meurtre, machin, assassinat, empoisonnement. On pourrait faire une série. Non mais on pourrait faire une série sur Netflix ou sur Amazon. Alors attends, la suite parce que là c'est quand même extraordinaire. Alors
Mafia albanaise, italienne, russe, allemande, bulgare, tout y passait. Et notez-le, son commissaire au compte officiel avait préféré fermer les yeux pendant des années. Alors, parions qu'avec autant de clients mécontents, parce que quand on se met à dos la mafia russe, bulgare et compagnie, Bauer ne sera pas le seul mort dans cette affaire. En effet, je cite, en y regardant de plus près, Monsieur Bauer a été payé plusieurs centaines de millions d'euros pour faire du blanchiment d'argent pour les mafias. À travers des jeux en ligne, des jeux digitaux, vous savez, casinos en ligne, etc. Voilà. Et donc, alors, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que le journaliste, les journalistes qui se sont rendus aux Philippines, notamment les journalistes du Financial Times, qui ont été donc sont allés voir à son domicile, ils ont été accueillis. Écoutez bien, c'est là où c'est incroyable. Non pas par un groupe de pleureuses vêtues de noir et portant mantille, mais par un groupe de Hells Angels. Ah oui. Les anges de l'enfer. De Hells Angels locaux, donc des Hells Angels philippins, voilà, qui jouaient aux cartes en attendant la presse. Bon, inutile de vous dire que les journalistes, en voyant les Angels devant le domicile de Bauer, ils ont fait ce qui rappelle le drame du concert des Rolling Stones à Altamont. Voilà. Non, mais et alors donc, ils portaient des insignes nazis, etc. Enfin, voilà. Et donc cet homme, si vous voulez, a aidé à truander en fait les comptes de Wirecard avec la totalité de la direction générale de l'Allemagne, de Wirecard Allemagne. Voilà, et ils étaient en train d'encourager toute cette immense arnaque. Mais les spoliés dans l'affaire ont été les mafias, mais pas seulement, les clients allemands aussi, il faut quand même le rappeler. Bah, les actionnaires déjà, enfin bon, mais tout le monde, tout le monde y est passé, mais c'est un vrai drame, mais on n'a pas fini, il y en a eu plein d'autres. Mais attendez, moi je rappelle que Wirecard délivrait des cartes de crédit, notamment pour le compte des banques. Oui. Je ne sais plus si Crédit Agricole est dans le coup des banques. Vous savez, les banques qui n'existent pas, vous savez, genre N26 ou etc. Donc c'est eux qui traitaient les banques, les délivrances de cartes de crédit Visa, etc. Et les mecs se sont retrouvés en une fraction de seconde, leur carte ne fonctionnait plus parce que Wirecard a fait faillite. Donc celui-ci a été empoisonné. Voilà. Donc, et pour qu'on ne découvre pas le poison, ils l'ont incinéré à toute vitesse, alors que normalement toute procédure criminelle parle de, enfin, je veux dire, on parle d'autopsie, c'est le b.a.-ba. Enfin bon, on est aux Philippines, c'est loin les Philippines. Donc dans la longue série des banquiers mourus, nous avons mouru, comme dit Pierre Jovanovic, nous avons la version poison. On a la version poison, c'est une première. C'est une première, je pense que c'est pas la dernière. C'est la version KGB, on va dire. Enfin, FSB maintenant. Parce que ils aiment bien utiliser le poison, un truc qui tue à distance et sur le long terme. Voilà. Donc, nos banquiers ne sont plus suicidés, mais sont empoisonnés. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a de vrais problèmes dans la banque. Alors, nous allons continuer à explorer la galaxie. Alors, juste pour finir sur les banquiers morts, parce qu'on en a un autre, qui mérite l'attention, celui-ci. Celui-là, oui. Alors, celui-ci, c'est Thomas Bowers. Alors, j'en avais parlé. Donc, lui, il s'était suicidé, il s'était suicidé dans sa maison de Malibu, en regardant le paysage, le coucher de soleil. Enfin, bon, voilà. On ne se suicide pas à Malibu, ça saurait. Voilà. Et en fait, on a... Bauer était en charge des comptes un peu space à la Deutsche Bank. Ah oui. Et on a découvert, en fait, cet été, alors c'est toujours l'été, 15 août, machin, etc., on a découvert que c'était aussi le banquier de M. Epstein. Tiens, Oniswaki Malibu. Oniswaki Malibu, voilà, c'est tout à fait ça, voilà. Donc là aussi, on a une connexion. Et lors de notre dernière émission, parce qu'on en a parlé, nous avions plaisanté, vous et moi, dans notre dernière vidéo, sur les suicidés par 2 balles dans le dos. Vous vous souvenez de ça ? Eh bien, on ne croyait pas si bien dire. Vous avez vu qu'il y a bien eu une tentative d'assassinat sur Esther Salas, une juge américaine, en charge du dossier Epstein, Deutsche Bank.
Voilà. On retrouve la banque, hein, Deutsche Voilà. Bank. Voilà. L'assassin s'était déguisé en livreur FedEx, donc on lui a ouvert la porte sans problème. Mais ça s'est mal déroulé, puisque c'est le fils qui a ouvert la porte, donc l'autre, il a sorti son flingue, il a arrosé tout le monde, mais pas la juge, donc qui elle s'en est sortie. Et comme par hasard, s'en est tiré, lol, excellent. Il s'en est tiré, ouais, oui. C'est le cas de le dire. Et donc, alors, l'assassin, figurez-vous, a été retrouvé mouru de 2 balles dans le dos. Tiens. Non mais c'est... On annonce des trucs et ça se passe... voilà, là, ça se passait... C'était quand ça? C'était le 29 juillet. Pas besoin d'écrire C'était ma revue de presse sur quotidien.com du 29 juillet. Hallucinant. Non mais il n'y a pas besoin d'écrire de roman. La réalité bancaire est un roman sanglant. C'est incroyable. Voilà. Donc elle enquêtait, si vous voulez, sur la Deutsche Bank et les raisons pour lesquelles donc la banque n'a exercé aucun contrôle sur les virements de M. Epstein, à nouveau, dans les paradis fiscaux. Hein, donc, voilà. Et d'autant que Jeffrey Epstein a également fait des virements pour 20 millions de dollars à Ghislaine Maxwell, qui, elle, avait un compte à la JP Morgan. Le monde des petits, le monde bancaire, JP Morgan, Deutsche Bank, Crédit Suisse, on le retrouve. Hein, c'est toujours les mêmes. Hein, voilà. Et donc, il s'est retrouvé mouru. Voilà. Incroyable. Alors, regardez, donc le tueur, je vous fais le profil, hein, il s'appelle Dan Hollander. Il a travaillé pour le bureau de Moscou de Kroll Associates. Alors Kroll Associates, c'est une société privée qui travaille pour la CIA, où il a géré et amélioré les services de renseignement et de sécurité de Kroll dans l'ancienne Union soviétique. Hein, voilà. De 1999 à 2000. Bon, alors, c'est pas tant l'Union... c'est déjà, enfin, on va dire, c'est le début... voilà. Les dirigeants de Kroll en charge du portefeuille russe, il y avait donc monsieur Norbert Garrett, qui est l'ancien chef de la station de la CIA au Caire et au Koweït, et Joseph Rossetti, ancien chef de la sécurité chez IBM, et qui venait, bien entendu, de la CIA. Hein, voilà. Donc, voilà. Là, dès qu'on touche à l'affaire Epstein, on retrouve les banques, Deutsche Bank, JP Morgan, et puis des morts, hein, et des morts, et surtout beaucoup de morts. Hein, voilà. Alors on vous fait pas tout l'article, là vous allez retrouver ça. Hein, donc c'est 29 juillet, voilà. Et le Mossad est mouillé jusqu'aux dents dans cette affaire. Hein, voilà. Donc, en fait, tous les spécialistes en fait pensent que l'assassin était mandaté par le Mossad et qu'il a été exécuté tout de suite derrière par le Mossad, comme dans les films. Comme dans les films. Je vous disais, dans les romans, dans les films, il n'y a pas besoin d'en faire. La réalité est pire que dans les romans ou pire que dans les films. Alors, vous avez évoqué, donc toujours dans le registre de nos amis des banquiers, vous avez évoqué la CIA. À lire votre revue de presse internationale, je trouve très très souvent la CIA, je bute à chaque fois sur la CIA, c'est très curieux, parce qu'apparemment, c'est pas tout à fait la même activité. C'est-à-dire qu'en ce moment, si vous voulez, on retrouve la CIA, surtout dans l'affaire Epstein. Hein, voilà. Surtout dans l'affaire Epstein. Et en plus, n'oubliez pas, pour protéger la suprématie financière des États-Unis, la CIA a pour mission, effectivement, de défendre le dollar. Tout simplement. Oui, mais on le retrouve dans le... Je finis dans mon livre 666, je donne les minutes... entre Henry Kissinger, le patron de la Fed, et les actions que devait faire la CIA pour protéger ou pour aider la Fed dans ses directives et pour récupérer l'or des différents pays, etc. Donc ça n'a rien de nouveau. Parce que, par exemple, vous citez une affaire qui nous intéresse, nous Français, c'est que les fameuses pages jaunes, là. Les fameuses pages jaunes. Oui. Ça, c'est quand même c'est une base de données énorme, considérable. Exactement. Bon, c'était une société en difficulté. Elle est rachetée par Palantir, qui est une société Alors, j'ai pas le papier de la sous le nez, c'est vous qui l'avez. Palantir est une société d'informatique hautement hyper spécialisée. Ils sont très très bons les mecs, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, ils sont connus, si vous voulez, comme fournisseurs de gros logiciels spécifiquement pour les services de renseignement. Par exemple, la DCRI utilise
un logiciel Palantir. Je donne, vous retrouvez le nom des logiciels, etc. sur la revue de presse. Et il se trouve que même la BNP aujourd'hui fait appel à soit des sociétés canadiennes du même genre que Palantir. Je donne également la liste. Donc on voit bien, si vous voulez, que en ce moment il y a une collusion, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement qui est forcé, parce que pour masquer cette crise bancaire, eh bien les gouvernements sont prêts à tout et donc demandent aux services de renseignement de faire le nécessaire surtout pour que le peuple n'y voit rien. Là, aujourd'hui, 95% des informations que vous entendez à la télé ou à la radio, c'est que du virus ou que du Covid. Voilà, c'est tout. Mais vous n'avez aucune de ces informations. Vous citez encore une chose qui me paraît très intéressante et qui relève de cette tendance qu'a la France à se vassaliser vis-à-vis des États-Unis. Parce que cette société Palantir, financée par la CIA, vous nous dites aussi Elle a été financée dès le départ par la CIA. Qu'elle contrôle les logiciels de la DGSI. Oui. Et la DGSI, qui avait un logiciel global que vous citez, qui s'appelle Gotham. Oui. Eh bien, les programmateurs de Palantir travaillent surtout, donc, au bénéfice de la CIA. Bien sûr, et ont donc toutes les données de la DGSI. Évidemment. Et donc d'où on raccroche le wagon, donc page jaune, page jaune, et donc toujours contrôlé par une société américaine, pour une raison très simple, c'est que ça leur permet d'avoir accès à l'intégralité des bases de données de toutes les entreprises françaises, de toute la population française, de tous les numéros de téléphone, etc. C'est aussi simple que ça, c'est un programme de surveillance globale. C'est le fameux programme, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, mais c'est le programme de ce qu'on appelle les 7 oreilles. Enfin, vous savez, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Angleterre, États-Unis et je ne sais plus qui d'autre. Alors, je ne sais pas si c'est les 5 ou les 7 oreilles, peu importe. Donc c'est... face à ça, la DGSE, la DGSI c'est peanuts, quoi. Ouais. Ils sont pas à la hauteur. Ils sont vraiment pas à la hauteur. Oui, donc... mais ce qui me choque dans cette affaire, c'est que on focalise toujours sur la Russie. On nous dit la Russie, c'est le mal par excellence, c'est le danger, c'est ceci, c'est cela. Mais pendant ce temps-là, l'Amérique c'est le but du jeu. Contrôle la totalité. Le contrôle la totalité des médias, bien sûr. La data française. Non, mais ça, c'est très fort de la part des Américains, si vous voulez. C'est eux qui espionnent tout le monde. Rappelez-vous, ils avaient même espionné Angela Merkel. Oui. Angela Merkel, elle a pété un plomb. Téléphone. Exactement. Oui. Non, mais ils avaient même posé des micros. Oui. Elle avait expulsé le chef de la station de la CIA à Berlin. Ouais. Vous retrouvez tous les détails à nouveau, là, c'est dans le livre 666. Donc, et vous voyez toujours que pour eux, c'est vital de contrôler. Mais bien entendu, quand la branche média des Américains, et notamment de la CIA, se met en branle, c'est Erdogan est un fou, Trump est un fou. Alors justement, voilà, dès qu'il y a des ennemis voilà, on les... de l'État profond, parce que Trump songe à, réhabiliter, ou en tout cas exempter, comment s'appelle-t-il, Julian Assange, songe à le retirer de la justice anglaise. Oui, mais c'est pas gagné. Non, c'est pas du tout gagné. En tout cas, je peux vous dire, regardez là, je reviens sur l'affaire du banquier de Bowers. Il était... Oui, celui de Malibu, là. Voilà. Il avait quitté la Citi pour la Deutsche Bank. Et Epstein était à la Citi et il est allé à la Deutsche Bank. Et dans le livre Blight Masters, je montre bien, si vous voulez, que la Deutsche Bank est pilotée en grande partie par des gens de la CIA, puisque c'est la Deutsche Bank qui avait racheté une banque en totale faillite, qui est une banque d'escrocs, qui s'appelait la Bankers Trust. J'en ai très souvent parlé. Et quand la Deutsche Bank a racheté la Bankers Trust, elle a nommé à la tête un banquier dont personne n'avait jamais entendu parler, qui venait de Seattle. Et lorsque M. George Bush est devenu, donc patron de la CIA, je rappelle, est devenu président des États-Unis, qui a été nommé numéro 3 de la CIA, c'est-à-dire directeur financier, ce banquier embauché par la Deutsche Bank. Le monde est très petit dans ce domaine. Très petit, mais la Deutsche Bank ne va pas bien. Non mais attendez, quand vous suivez les circuits financiers, vous suivez la guerre. N'oubliez pas, l'argent c'est la guerre. Il faut c'est au moins le nerf de la guerre. Mais... c'est le nerf de la guerre. C'est véritablement suivre tous les circuits financiers. C'est pas par hasard que l'amiral, je crois que c'est Turner, avait monté toute une opération bidon pour pouvoir pour que tout virement en Europe, n'importe quel virement bancaire en Europe, revienne aux États-Unis.
hein, sous prétexte de blanchiment, de terrorisme, Oui, c'est ça, etc. oui, oui, et l'Europe a validé. Oui. Et ça date il y a 15 ans déjà, ça. Ouais. Voilà. L'Europe valide. Alors, justement, puisque, voilà, un exemple, pourquoi, là, je vous donne cette information, parce que la France se couche devant les truands de la Morgan Stanley, la banque. Oui. Voilà. D'où l'importance. Alors, j'avais souvent parlé de l'affaire Morgan Stanley, mais voilà, on reconnaît le manque de courage des gens de l'agence France Trésor à la date qu'elle a choisie pour donner son communiqué officiel, le 3 août. Oui. Ah ben, on est sûr que ça va passer. Rappelons à nos téléspectateurs ce qu'est l'agence France Trésor. C'est l'agence qui est chargée de placer les dettes de la France sur les marchés. Oui, de vendre les dettes sur les marchés internationaux. C'est ce qu'on avait dit la dernière. Financer les déficits publics. L'agence France Trésor, c'est celle qui fait la pute sur le trottoir de Wall Street, voilà. Ou de Tokyo, pour vendre ses bons du Trésor. On résume. Oui. Voilà, on peut le dire comme ça. Oui, pour financer la dette française. Exactement. Voilà. Alors, écoutez bien. L'agence France Trésor, agissant au nom du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, décide de suspendre Morgan Stanley de son statut de spécialiste en valeur du Trésor, donc vendeur ou acheteur de bonds, pour une durée minimale de 3 mois, à compter du 4 août 2020, pour les faits suivants. Exécution le 16 juin 2015 de transactions ayant pour effet de porter gravement atteinte à la liquidité du marché des obligations souveraines françaises, en contradiction avec ses obligations. Voilà. Le non-respect de son obligation d'information, blabla, à compter de juin 2017, d'une enquête dont Morgan Stanley faisait l'objet de la part de l'AMF, etc. Enfin bon, bref, Morgan Stanley a bidonné. Voilà, ils ont bidonné pour se mettre encore plus. Et bien entendu, sur le dos de l'AMF, enfin des obligations françaises. Ouais. Et donc, que fait l'agence France Trésor? Que fait ces pouilleux, ces lâches de l'agence France Trésor? Au lieu de dire à Morgan Stanley, vous êtes définitivement interdit de vendre ou de toucher aux obligations françaises, vous êtes exclu du marché, vous êtes suspendu pour 3 jours. Et vous avez cité, oui, c'est grotesque, et vous avez cité... Au bout de 3 jours, vous aurez si vous recommencez, vous aurez un avertissement. Au bout de 10 comme disait Coluche, vous aurez un blâme et ainsi de suite. Voilà. Et l'autorité des marchés financiers, tout sauf une autorité dans cette exactement, c'est tout sauf... voilà. Alors, au bout de 10 escroqueries, Morgan Stanley écopera d'un avertissement et au bout de 10 avertissements, d'une convocation du trader et de ses parents. Oui, exactement. Pour un blâme. Voilà. L'AMF, vous êtes vraiment des... autorité des marchés financiers. Si vous avez besoin d'une preuve de plus pour voir à quel point la France est devenue l'esclave des banquiers américains, qui dispose de la planche infinie, la planche à billets infinie de la Fed, nouveau. Donc la Morgan Stanley peut truander autant qu'elle veut, ça va, l'AMF lui interdit d'agir pendant 3 mois. Non, on va pas ça pour être respecté, c'est fini, on est des locteux, voilà. On est des locteux. C'est fini, la France n'existe plus. Et Macron est en train d'achever le truc. Voilà, il en est l'agent principal. Exactement. Tiens, à propos de Macron, parlons-en. Vous l'avez vu? Oui, oui, bien sûr. La Caisse des dépôts efface la mégadette de Luc Besson, qui est un proche de Macron. EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, en faillite, avait un accord avec la Caisse des dépôts et des consignations sur un prêt de 45 millions d'euros. Besson avait mis sa fortune personnelle regroupée dans sa société, une holding perso, en garantie de ces 45 millions. Là où n'importe quelle banque aurait tenté de récupérer tout ce qui était possible, la Banque de l'État français a décidé tout simplement d'effacer sa dette, soit 45 millions. Vous, chers spectateurs, vous devez 500 € ou 3 000 € à votre banque, ou 500 € aux impôts, ou n'importe quoi. Vous avez les huissiers qui débarquent dans les semaines qui suivent, qui vont vous harceler et ainsi de suite, qui vont vous saisir votre voiture, votre habitation, n'importe quoi. Alors ça sert d'avoir des amis, puisque Macron était le banquier personnel de Luc Besson à la banque Rothschild. Bonjour la banque Rothschild. On parle pas souvent de la banque Rothschild, mais voilà. Et alors, la dette est effacée. C'est ce qu'a révélé Mediapart. Bravo à Mediapart. CDC, mais la CDC, c'est l'argent. D'où vient l'argent? Il faut le dire, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Des impôts, de nos impôts. Oui. Donc c'est là, en fait, on a filé 45 millions de nos impôts à Luc Besson. Voilà, et on s'assoit dessus. Oui. Et je résume. Les impôts et l'épargne aussi. Oui, mais l'épargne, mais tout, bien sûr. Mais enfin bon,
C'est une de baba, hein. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Je vous lis ce que il a écrit. Luc Besson a bénéficié d'un... Donc c'est Mediapart. Besson a bénéficié d'un plan de restructuration très favorable. La CDC a accepté de renoncer à une caution de 45 millions d'euros apportée par la holding de Luc Besson pour la location de la Cité de cinéma à Saint-Denis. Longtemps aidé par Sarkozy, le producteur a aussi eu la même époque comme banquier conseil un certain Emmanuel Macron. Voilà. Donc la France est bien devenue une plutocratie et maintenant cela se voit chaque jour de plus en plus, que ce soit avec les banques ou bien avec les décisions de justice totalement aberrantes. Voilà. Donc Luc Besson... 45 millions, il est content. Et en plus, attends, Besson, il habite à Los Angeles, quoi. Je veux dire, il paye même pas ses impôts en France, quoi. Oui. Donc on se fait avoir, on se fait niquer 2 fois, quoi. Voilà. Pardon, un disniqué. Un disniqué. 2. Un disniqué. Un disniqué. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Hein. À propos d'un disniqué, vous me parlez de BFM tout à l'heure. Ah oui, alors, c'est intéressant quand Parce même. que ça, c'est Alors, grandiose. Hein. Monsieur Drahi a une dette de 29 milliards. 29 milliards. Et là, il vient justement de... allez-y Pierre, parlez-nous de cette information quand même. Ça sent les présidentielles. Ça sent les présidentielles, ouais, surtout parce que Drahi a un toupet absolument incroyable. L'action d'Altis Europe, Oui. Altis, je rappelle. Altis, oui. Voilà. Altis donc regroupe toutes les possessions de BFM, SFR, machin, l'Express, Oui. Libération. Alors peut-être plus maintenant parce que ça a changé de dénomination. Bon, bref, elle était à 24 € lors de son introduction en 2015. C'est Niel. Libération, c'est Niel. Non, Libération, c'est Drahi. Et aujourd'hui, la même action, Niel, c'est Le Monde. Ah oui, pardon. Et aujourd'hui, la même action ne vaut plus que 4 €. Alors, je ne sais pas si parmi nos spectateurs, il y a des gens qui ont acheté de l'Altis. En tout cas, c'est là aussi, c'est un disniqué, quoi. C'est clair. Oui, Hein. oui. Vous passez de 24 à 4, il vous reste que vos yeux pour pleurer. Hein, voilà. Alors, un certain nombre d'imbéciles ont cru aux promesses de M. Drahi. Je rappelle, un citoyen israélien qui a renoncé à sa nationalité française. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts. The stock is down about 42% since the start of the year, nous dit le Financial Times. Alors, mais voici la meilleure. Oui. Drahi a décidé de rendre Altis privé. Donc, c'est-à-dire que il l'a introduit en bourse en 2015 et maintenant il dit bon, je rachète tout. Voilà. Alors, écoutez bien. Il met 2,5 milliards d'euros sur la table et il dit je vais vous payer, au lieu de vous payer 4 €, je vous paye 4 € et 11 centimes. Pour rendre à travers un véhicule qui s'appelle Next Private, voilà. Et donc ça c'était quand ? C'était le 14 septembre. Donc ce qui met la compagnie donc Altis Europe à quasiment 5 milliards, voilà. Ouais. L'offre représente 24% de premium par rapport au prix, voilà. Et donc l'action est montée de 4,11 € à 4,22 €. Je parle d'une voilà. Une plus-value. Précision, M. Drahi possède déjà 77,6%. Vous avez remarqué qu'il lui manque juste 1 pour faire 77,7. Hein. Oui, c'est amusant. Oui. Donc de la société qui est cotée à Amsterdam. Voilà. Donc le groupe Drahi a une dette de 29 milliards. Oui. Tout le monde trouve ça normal. Et avec quoi il va racheter ses actions ? Je vous le donne dans le mille. Merci la BNP. La BNP va lui prêter l'argent. Non mais c'est incroyable. C'est complètement fou, quoi. C'est d'autant plus dangereux que Altis paye des taux entre 5 et 10% sur certains dossiers, parce qu'il les avait fait. Voilà. Et donc, Standard & Poor's déjà l'avait mis à B. Hein, donc, c'est complètement délirant. Voilà. Donc, ceux qui ont acheté à 24 € devront se contenter de 4 € et poussière. Voilà, c'est une très très belle opération de la part de Drahi. Et Drahi a choisi la bonne méthode, hein, puisque Macron aura besoin de l'aide de BFM-VC, Libération et l'Express pour se faire élire à nouveau. Ceci vous explique, donc avec 90% de chance, là c'est moi qui le dis, pourquoi c'est la BNP qui est dans le coup. Comment est-ce qu'un groupe bancaire peut prêter 4 milliards, ou 5, quasiment 5, parce que je leur recommande 5 milliards, pour racheter des actions alors que le type est déjà endetté à 29 milliards. Quoi.
Il y a une seule solution, c'est en effet les élections. Ah ben c'est comme présidentielles, Besson, ça. Besson, Drahi, même combat. Ils ont le pont commun, là c'est toujours Macron. Macron, bien sûr. C'est toujours Bien sûr. Macron, voilà. Eh bien, Pierre, nous allons, après avoir taillé des croupières à nos amis les banquiers, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, nous allons faire une petite pause. Alors écoutez, on va faire une pause et on va revenir tout de suite à la faillite des banques, parce qu'il s'est passé des choses très très intéressantes cet été, enfin encore, et pas plus tard que hier. Et je pense qu'entre le moment où cette vidéo va sortir et on aura encore d'autres informations. Mais là, c'est très important parce que c'est la fusion de 4 grosses, colossales banques européennes qui sont en faillite. Ouais. Je rappelle que quand deux banques fusionnent, il y en a toujours une qui est plus en faillite que l'autre, en général. Voilà. Conclusion pour enfin, aujourd'hui en tout cas, depuis 2008. Pause. Alors, Pierre, la BNP, puisque nous étions sur la BNP. Je suis client de la BNP. J'ai besoin de conseils auprès de mon banquier. Des fois que ça serve. Oui, de rencontrer son banquier, ne serait-ce que pour faire des virements à l'étranger, des choses comme ça, parce que ça peut être compliqué en ligne, il vous empêche de le faire et ainsi de suite. Donc, alors je veux un lien personnel. Voilà. Ça va m'en coûter 600 € par an. Voilà, sinon, c'est ce que veut faire. Sinon, numérique, Internet. Voilà. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que là, par exemple, la BNP Belgique a décidé que, en l'occurrence là, c'est pour les entreprises. Oui, la BNP ne sait plus quoi faire pour faire payer les Belges suite à sa fusion avec la Fortis, qui avait fait faillite. Officiellement, c'est un rachat, je rappelle, en 2008. Et en ce mois d'août 2020, toujours au mois d'août, toujours. Il faut croire que les licenciements massifs, les fermetures d'agences et surtout les hausses de tarifs n'ont toujours pas suffi à rendre la BNP Fortis rentable, obligeant BNP France, qui est donc à mettre la main au portefeuille. Du coup, la direction a décidé de passer, écoutez bien, à la vitesse supérieure, au détriment des clients, évidemment. Notre lecteur qui gère plusieurs entreprises nous dit « Rien ne va plus dans les banques, c'est 600 € par an, ou bien à la pièce via call center. » Voici le message reçu ce jour. Alors, vous le verrez, c'est du 1er septembre 2020. BNP modifie son approche globale très proche. J'adore. BNP modifie son approche globale. Mais et le call center, approche globale, c'est 600 € pour ta gueule, quoi. Et le call center, c'est l'approche globale, c'est pour ta... voilà. Et le call center, il est certainement pas en Belgique. Madagascar ou l'île Maurice ou Dieu seul le sait où, quoi. Voilà. Le contrat, voilà. Et il dit, notre lecteur nous dit en résumé très bref, soit vous avez une convention de gestion et c'est moi qui continue à gérer vos deux... pardon, c'est le conseiller qui dit ça. C'est moi qui continue à gérer vos deux sociétés et vous en personne physique en fonction des besoins. À défaut, c'est un call center qui prendra la main. Le différentiel et le coût, le contrat complet reviendra à 150 € par trimestre, ceci incluant les frais pour les packs PC Banking Business et les cartes. À défaut, via le call center, vous conservez la tarification actuelle et vos besoins futurs seront suivant une tarification à la pièce. Voilà. Votre choix, c'est quand même incroyable, quoi. Voilà, c'est-à-dire que depuis 50 ans, qu'est-ce que je dis, depuis 70 ans, on pouvait aller dans une banque rencontrer une personne physique pour des conseils, des machins, des trucs. Et maintenant, c'est fini parce que BNP France veut imposer ça également. Vous allez voir qu'ils vont le faire ça pour les clients aussi. Les clients normaux, pas que pour les entreprises. Bien sûr. Et c'est exactement parallèle à la suppression des DAB qui relève de la même logique. Exactement, tiens. Puisqu'on vous parlait des DAB, Dieu seul sait si on aborde le sujet depuis 2 ans maintenant. Au bonheur des DAB. C'est ça. Écoutez, 2000 distributeurs ont été supprimés par les banques en l'espace d'une seule année. Voilà. Vous vous rendez compte ? Mais en route vers un monde sans argent liquide, le nombre d'automates a baissé de 4,1 en France, selon un rapport de la Banque de France. Donc, il y a une diminution de 4% en un an. C'est-à-dire 2135 automates en moins. Alors, et ça va continuer, ça va continuer. Oui, mais alors, sur cette question de la suppression du liquide, puisque c'est ça que cela vise, j'ai interrogé ici, sur ce même plateau, des économistes qui me disent que le liquide... N'utilisez pas le terme économiste. Non, parce que, vous savez, tous les... Enfin, je sais pas qui vous invitez, mais les économistes qui se présentent économistes et qui n'ont pas vu l'explosion de Wall Street arriver, pardonnez-moi, mais j'appelle ça des guignols. Mais bon, ceci, je ferme ma parenthèse. C'est la première sainte colère de Pierre. Il y en aura d'autres. Mais cela dit, Pierre, certains disent que
On ne peut pas se passer du liquide. Qu'en pensez-vous? Écoutez, de ce que je vois dans ma revue de presse, c'est qu'on va directement vers une société sans argent. Voilà, c'est tout. Voilà. Le liquide, vous avez jusqu'à 100 ans, vous aurez peut-être jusqu'à 50 € avec votre carte sans contact, point. Et l'État et les banques considéreront que ceci est un usage de liquide. Mais en fait, ils veulent supprimer le liquide. Le patron de Visa l'a redit, le patron de Mastercard l'a redit, Bill Gates veut... Tout va ensemble, vaccination, suppression de l'argent liquide. C'est une politique globale qui va exactement dans le même sens. J'en ai parlé avec Martial Bild dans la spéciale Bill Gates. En quelque sorte, la crise sanitaire masque la crise financière. Et c'est le mot. Attendez, je parle de masque, hein, vous avez remarqué. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, on avait abordé ici, il y a peut-être 6 mois, 1 an, le cas de maires de villages, de villes, qui faisaient l'objet d'un chantage de la part du directeur de la direction régionale de la banque, que ce soit Caisse d'épargne, CIC, je ne sais plus... Crédit Agricole. Crédit Agricole, en disant « Ah, vous voulez un DAB dans votre village ? Ben, c'est 10 000 €. C'est 10 000 €. C'est-à-dire payé par les contribuables. Mais oui, non, mais c'est ça qui est scandaleux, c'est que c'est plus... Pardon. J'ai rien dit. Non. Ces péripatéticiennes de banquiers, je veux dire, n'hésitent pas. Dès qu'ils peuvent voler l'argent de nos impôts, de notre épargne, ils le font. Ils ne se contentent pas, si vous voulez, de voler l'argent des clients, ils volent aussi l'argent des impôts. Voilà. Non, mais, et là, on est en plein. C'est la même logique. Oui. Alors que quand vous allez en Turquie, par exemple, la Turquie a un système de distributeurs en totale expansion. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une économie totalement dynamique. Oui. Quand vous avez une société qui supprime l'argent, les distributeurs, c'est comme si vous supprimiez l'argent liquide. Et c'est une société qui, techniquement, va à l'étouffement. Oui. C'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe dans notre revue de presse. Vous avez tout à fait raison. En Turquie, j'en témoigne, vous avez... Il y a 15 distributeurs, vous avez plusieurs DAB côte à côte, selon les banques, exactement. En effet, et vous pouvez tirer sur votre propre banque l'argent liquide dont j'en ai besoin. Et les banques françaises nous disent, oui, un distributeur, c'est cher, batati... imbécile. Attends, qu'on nous explique comment les Turcs arrivent à mettre... Puis c'est tous les 2 kilomètres que vous avez 10-15 distributeurs alignés en randonnion. Mais c'est complètement incroyable. Ils se foutent de nous. Alors, ils se mettent d'accord entre différentes banques dans la rue du commerce. Vous savez, vous vous souvenez de cette pub, la rue Gamin? Vous savez, entre le boucher qui s'essuie, la rue Gamin, tous les commerçants sont heureux, il y a le banquier, etc. Ben, ils se mettent tous d'accord pour avoir un seul DAB pour toutes les banques. Voilà, c'est tout. Alors que l'approche est totalement différente, par exemple, en Turquie. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont totalement dynamiques. C'est incroyable. On a même une collection de DAB mais moi j'ai halluciné. La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Même aux États-Unis, j'avais jamais vu ça. Y compris ou à Londres. Au cœur de l'Anatolie. Oui, absolument. Ou dans les montagnes. Non, mais je pense que nos lecteurs, spectateurs français ou suisses ne peuvent pas imaginer un truc pareil. C'est-à-dire d'avoir 10 distributeurs côte à côte, en plein au milieu d'une avenue, quoi. Voilà, et ça, tous les 2 ou 3 kilomètres. Oui, mais j'ai vu ça même dans certaines petites stations du Taurus, de la montagne du sud de la Turquie. On trouve encore une pléthore de DAB. Alors, justement, regardez bien. À cause des taux négatifs, on va y venir aux taux négatifs, les banques suppriment le plus de DAB possible parce qu'ils veulent faire des économies, tout simplement. Évidemment, parce que si vous stockez de l'argent liquide, avec des taux d'intérêt négatifs, il est clair que vous perdez de l'argent. Surtout qu'avec 20% d'inflation cette année en France, la vraie, je parle de la vraie inflation, fruits, légumes, etc. Voilà. Donc vous imaginez, aujourd'hui on est en présence d'un taux négatif de 20%, moins 20. Je parle également pour le spectateur, votre épargne c'est moins 20 avec l'inflation cette année. Faites vos calculs. Alors tiens, une vendeuse en boulangerie anglaise, on vous donne donc une vendeuse en boulangerie anglaise a été licenciée après 44 années d'ancienneté. Oui. Quand même. Pour avoir accepté les paiements en liquide par les personnes âgées. Oui. Comme la boulangerie n'acceptait plus le liquide, elle payait avec sa propre carte pour rendre service aux personnes âgées qui n'avaient pas de carte de crédit, RFID. Et pour cela, elle a été licenciée. Voilà. Le message est un peu plus clair.
Voilà. Oui, l'Angleterre n'y échappe pas non plus. Hein, Non, c'est la même chose. Brexit, Angleterre, hein. France. Ouais. Écoutez, la politique qui est appliquée à la France, c'est exactement la même que l'Angleterre. C'est tout à fait exactement la même. Il suffit de. Les Anglais ont juste peut-être un mois ou deux, peut-être 3 mois d'avance sur nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est déjà la fin de la première partie de cet entretien. Retrouvez Pierre Jovanovic et Olivier Pichon le lundi 5 octobre pour la suite. À très bientôt.